Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. La semaine dernière, j'avais commencé à mettre en parallèle les travaux de recherche de Steve Masson et ceux d'Angeline Stoll-Lillard. Donc j'avais commencé avec le premier principe de Steve Masson, qui est activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Et aujourd'hui, je vais poursuivre pour ce premier principe. Donc évidemment, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, écoutez-le en premier parce qu'aujourd'hui, c'est la suite. Donc, vendredi dernier, on avait vu que pour apprendre, il faut que le cerveau s'active. Mais pas et que ce soit les bons neurones qui s'activent. On avait découvert qu'apprendre, c'est souvent plus qu'intégrer une idée ou une stratégie, mais établir des liens entre plusieurs éléments. Et là où Angeline Stoll-Lillard venait confirmer la pertinence de l'éducation Montessori, c'est qu'elle expliquait, dans cette éducation, les nouvelles connaissances sont toujours ajoutées aux anciennes, d'une manière qui semble plus cohérente que dans les écoles traditionnelles. Et justement, la force de l'éducation Montessori, c'est justement d'utiliser des leçons et du matériel qui ont été élaborés en tenant compte de l'ensemble du programme éducatif de la naissance à 12 ans. J'avais donné l'exemple aussi de la grammaire avec les sciences pour montrer que les liens sont explicites et préconçus et ils ne sont pas accidentels. Donc voilà, on s'était arrêté là la semaine dernière. Et aujourd'hui, je voudrais poursuivre avec le transfert des apprentissages. Le fait que des neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, ça permet d'établir des liens entre deux ou plusieurs éléments, à condition bien entendu que ces deux éléments soient activés en même temps. Donc par exemple, en activant les connaissances antérieures en même temps que de nouveaux contenus à acquérir, il va se créer des liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances antérieures, et entre les réseaux de neurones associés à ces connaissances. Donc, plus il y a de liens entre deux ou plusieurs réseaux de neurones, plus il y a de chances que l'activation d'un réseau engendre l'activation de l'autre réseau. Donc, établir des liens augmente donc la probabilité d'être capable de réactiver et de se souvenir de ce qui vient d'être appris. Donc, bien que la plupart du temps, cette propriété elle soit bénéfique à l'apprentissage, le fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, ça peut aussi avoir un effet négatif. Et Steve Masson parle de cet effet négatif, évidemment. C'est le fait que ça peut nuire au transfert des apprentissages. Quand on apprend quelque chose, on le fait toujours dans un certain contexte. Donc ça peut être assis ou debout, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans une pièce, avec tel éclairage. Voilà, il y a un contexte. Et comme ce contexte active des neurones spécifiques, les neurones de contexte, elles auront tendance à se connecter aux neurones de l'apprentissage à réaliser. Donc, autrement dit, le fait d'apprendre l'addition de fractions à l'école à l'aide de certains types de problèmes, donc en position assise, avec un certain type d'éclairage, dans un certain état émotif et avec un certain état d'esprit, ça rendra plus probable la réactivation des connaissances apprises dans ce même contexte. Et du coup, il sera plus difficile de réactiver ces connaissances dans un contexte différent. Et là où je rebondis encore sur les travaux d'Angeline Stoll-Lillard, elle en parle dans son livre, c'est qu'elle parle des contextes signifiants. Elle dit une deuxième question importante concernant les contextes signifiants est celle de la transposition. Donc y compris de la transposition au sein même de la classe, mais aussi d'une classe à l'autre, et de la classe au monde extérieur de l'école. Et donc là, je trouve qu'elle va plus loin que Steve Masson, parce que Steve Masson, lui, il dit, voilà, on apprend un collégien qui apprend sa leçon dans sa chambre aura plus de mal à retrouver les informations dans la salle de cours pendant l'évaluation, parce que le contexte est différent. Mais là où Angeline Stoll-Lillard va plus loin, c'est qu'elle parle de la transposition au monde extérieur. Donc on apprend à faire des choses à l'école, mais pour réussir à les reproduire dans la vie. Donc elle dit les connaissances acquises dans n'importe quelle situation sont plus utiles si elles peuvent être utilisées dans d'autres situations, évidemment. Si on apprend les fractions à l'école, c'est pas juste pour s'en servir à l'école, c'est pour être capable de s'en servir dans d'autres situations, dans la vraie vie. Et la transposition dans l'éducation Montessori, elle est facilitée d'au moins 3 façons. Donc tout d'abord, il y a beaucoup de similitudes apparentes dans le matériel. Deuxièmement, les enfants de classe élémentaire relient activement le contexte scolaire et le monde réel parce qu'ils sortent littéralement de l'école pour appliquer et recueillir de l'information. Et troisièmement, il y a une application claire des connaissances scolaires dans des contextes pratiques. Donc, si on reprend les idées une par une, le même matériel est souvent utilisé pour présenter des leçons ou des concepts différents,
donc ce qui va rendre le matériel familier, et réduire les besoins de décodage des enfants. Donc les couleurs par exemple. Les couleurs qui sont utilisées pour désigner des propriétés particulières sont constantes, donc de sorte que par exemple les unités, les dizaines, les centaines sont en vert, en bleu, en rouge, dans l'ensemble du matériel qui concerne le système décimal. Ça reste, les couleurs restent, on ne les change pas chaque année. Dans les écoles traditionnelles où on change de couleur chaque année pour les unités, les dizaines, les centaines, on met une couleur pour aider l'enfant à aller vers l'abstraction, mais si on change cette couleur tous les ans, c'est très perturbant. Et quand Angeline Stoll-Lillard parle du fait qu'on les enfants apprennent à se servir de ces connaissances dans le monde réel, elle appelle ça going out. Donc la transposition de la classe Montessori au monde extérieur. Je vais vous lire une citation. « Sortons l'enfant pour lui montrer la vie réelle, au lieu de fabriquer des objets qui représentent des idées et de les enfermer dans des armoires. » Je la trouve puissante, cette citation, hein, je pense que vous aussi. Donc, pour Angeline Stoll-Lillard et l'éducation Montessori, la transposition de l'école à la vie réelle, elle est sûrement facilitée par la fréquence avec laquelle les enfants Montessori quittent la classe pour étudier dans un contexte de vie réelle. Hein? Donc les enfants de classe maternelle peuvent à l'occasion faire des promenades pour trouver des spécimens de plantes ou d'animaux, s'aventurer hors de la classe, ça devient très courant. En maternelle, ils le font un peu, et en élémentaire, ça devient très courant. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent ça le programme Going Out, aux États-Unis du moins. Mais en France, c'est pareil. Donc un enfant ou un petit groupe d'enfants qui sort de l'école pour en apprendre davantage sur un sujet qu'il a étudié en classe, ça c'est vraiment l'idéal. Donc et d'ailleurs, ce n'est pas forcément toute la classe qui sort, ça peut être juste un petit groupe. Ça peut paraître surprenant dans les écoles traditionnelles. Donc un petit groupe d'enfants qui étudie le temps qu'il fait, il peut s'organiser pour visiter par exemple un centre de prévision météorologique. Et du coup là, l'application des connaissances, elle est évidente. Hein. Voilà. Donc, la tâche de l'enseignant, ça va être d'aider les enfants à se préparer pour la sortie. Hein. Les aider à savoir où aller, les aider à s'organiser de façon pratique, les aider à savoir ce qu'ils devront apporter, les aider à apprendre de l'expérience, enfin tout ça. En fait, le rôle de l'enseignant va être de les guider pour qu'ils puissent faire par eux-mêmes, au maximum possible selon leur âge. En fait, voilà, ce qui est vraiment important, c'est que l'adulte facilite la tâche aux enfants, mais pas que l'adulte fasse à la place de l'enfant. Parce qu'apprendre à agir dans la vie réelle, c'est vraiment l'objectif, hein, un objectif explicite dans l'éducation Montessori. Je vais vous lire une autre citation. « Que le maître ne perde pas de vue le fait que le but recherché n'est pas le but immédiat, l'excursion, mais plutôt de rendre l'enfant qu'il éduque capable de trouver son chemin par lui-même. » Voilà, je la trouve très belle, cette citation. Donc, comme le dit l'adage, les enseignants Montessori doivent apprendre aux enfants à pêcher et non pas leur donner du poisson. Voilà, j'aime bien cette métaphore aussi. Donc, même les mécanismes de ce programme-là, Going Out, illustrent des contextes d'apprentissage signifiants. Lorsque les enfants doivent calculer la somme d'argent dont ils auront besoin pour le trajet en bus, ou l'achat des billets du musée et le déjeuner, là, l'application des maths à des problèmes de la vie réelle, elle est évidente. Lorsqu'ils doivent appeler un parent et lui demander poliment de les accompagner en sortie, l'importance de la grâce et de la courtoisie devient évidente. Les enfants de classe élémentaire qui s'entraînent avec leur enseignant à passer poliment ce type d'appel téléphonique, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les classes traditionnelles, parce que dans les classes traditionnelles, c'est l'enseignant qui décide de quelle sortie on va faire, tous les enfants vont participer, et c'est l'adulte qui va prendre en charge pratiquement tout, hein. Voilà. Alors que là, c'est vraiment le fait que les enfants s'entraînent à passer poliment ce genre d'appel, ça leur permet vraiment de grandir. Et ce programme-là, qui est appelé Elementary Going Out, ça fait vraiment tomber les murs qui existent habituellement entre l'école et le monde extérieur. Donc là, le transfert des apprentissages, on est à fond dedans. Les enfants, en fait, savent exactement pourquoi ils sortent, et c'est eux qui organisent le voyage. Et le lien avec ce qu'ils font à l'école, il est très clair. Donc, le docteur Montessori considérait ces sorties comme des éléments cruciaux pour le développement des enfants. Donc, Maria Montessori a prescrit une application pratique des connaissances dans un environnement réel, accompagnée d'une supervision adulte plus étroite qu'elle. Et pour repartir sur le transfert des apprentissages, mais cette fois-ci pas de l'école à la vraie vie, mais au sein de l'école, au sein du collège, quand un enfant se prépare à réaliser une évaluation,
Steve Masson parle d'une étude où les participants devaient apprendre une liste de mots. Et il y avait 2 groupes. La moitié du groupe apprenait ces mots sur Terre et l'autre moitié sous l'eau. Et donc en fait, l'étude a montré que les personnes qui avaient appris leurs mots sur Terre arrivaient mieux à s'en rappeler quand elles étaient sur Terre que si elles étaient sous l'eau. Et pareil, pour ceux qui étaient sous l'eau. Donc ça prouve bien que le cerveau enregistre aussi le contexte. Maintenant qu'on sait, cette étude est quand même intéressante parce qu'elle nous permet de ne pas sous-estimer le transfert des apprentissages d'un contexte à l'autre. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui s'effectue naturellement et sans effort. Non, c'est pas évident. Et ça peut être intéressant de planifier du temps pour apprendre, mais aussi de planifier du temps pour apprendre à transférer et décontextualiser les apprentissages. De façon générale, au début de l'apprentissage, il est sans doute préférable de ne pas trop varier les contextes, pour assurer une certaine constance dans l'activation cérébrale et faciliter la création de connexions neuronales. En revanche, par la suite, il sera souhaitable de varier les contextes et les types d'exercices pour faciliter le transfert et permettre aux apprentissages d'être décontextualisés et de s'activer de façon moins dépendante d'un contexte spécifique. Donc voilà pour le premier principe, activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Dans le document disponible dans ma formation en ligne, je continue avec comment mettre en application ce principe d'activation neuronale. Donc si vous voulez avoir accès à la suite et que vous êtes intéressé pour vous former à la pédagogie Montessori, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la formation que je propose. Vous aurez toutes les informations sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast différent. Voilà, la conversation entre Steve Masson et Angeline Stolila s'arrête ici. Et la semaine prochaine, vous aurez la surprise de découvrir un autre sujet. Je vous dis à vendredi prochain.